Voilà Lolo, on va passer à la partie recalibrage. Alors, qu'est-ce que c'est que le recalibrage? Voyons différents calibres. Du 9 mm, une ogive de 124 grains, FMJ traditionnel 9 mm, et un étui non recalibré. Comme tu le vois, l'ogive, elle rentre dedans, elle n'est pas maintenue par les bords de l'étui. Cet étui-là, il a été recalibré, donc il a été remis dans les dimensions d'origine, et là, bien sûr, on ne peut plus rentrer l'ogive. Donc on voit bien qu'on a fait subir une transformation à l'étui en le recalibrant. On a donc modifié le corps de l'étui ainsi que la dimension du collet. Sur du 223, rebelote, une ogive de 55 grains FMJ. Alors on voit là qu'il y a un léger bobtail sur l'ogive, sur le projectile. Donc un étui non recalibré. Là l'ogive rentre sans problème et malheureusement elle n'est pas maintenue puisqu'elle n'est pas encore recalibrée. Un étui recalibré, ces amorcés recalibrés, et là bien sûr seule la partie du bobtail de l'ogive rentre dans l'étui puisque évidemment cet étui a été recalibré donc sur son corps, sur la longueur de son corps, sur le collet et évidemment sur les lèvres du collet. Prenons maintenant le 338 Lapua Magnum, rebelote. Alors, une ogive Lapua Sénard de 300 grains et un étui donc non recalibré. La rebelote, on voit bien, l'ogive, elle n'est pas tenue en place du tout. Un étui qui a été recalibré, on voit que l'ogive, elle ne peut pas rentrer, elle est bien maintenue. Enfin, une fois qu'elle sera rentrée, elle sera bien maintenue. Donc là, on va recalibrer et en recalibrant, on va donc refaire les dimensions d'origine de l'étui au niveau du corps, au niveau du collet, des lèvres du collet évidemment, mais également on va prêter une grande attention à la hauteur de l'épaulement, à l'enfoncement de l'épaulement. Tu vois, ce qui est entre mes deux doigts. C'est déterminant. Voyons voir pourquoi. Petit rappel sur ce qu'est le bobtail. C'est la partie 6 du schéma que tu as à l'écran. C'est la partie restreinte du projectile à l'arrière. C'est grâce à elle en fait que la traînée du projectile une fois qu'il sera lancé sera meilleure et donc ça améliore le coefficient balistique. Étant donné que cette partie-là est plus serrée, c'est normal qu'elle rentre dans un étui même recalibré. C'est le reste du corps du projectile qui, elle, va la maintenir en place serrée dans le collet de l'étui. Voyons voir maintenant ce qui se passe au niveau de l'étui quand la cartouche est tirée. Alors, je te présente une chambre avec une balle chambrée en coupe transversale. C'est un schéma. La première action, c'est celle du percuteur. Elle va donc percuter l'amorce. L'amorce va créer une étincelle qui va mettre le feu à la poudre. La pression va donc fortement augmenter dans la chambre, très fortement augmenter jusqu'à ce que celle-ci étant considérable, les parois de l'étui vont très légèrement s'écarter, elles vont se coller sur les parois de la chambre, ce qui va libérer le projectile et la pression continuant à augmenter, celle-ci va pousser le projectile vers le canon et il va donc être lancé par le canon. Donc on notera qu'après le tir, les parois de l'étui sont donc légèrement déformées, elles ont été expansées. Maintenant voyons le même principe avec une cartouche qui a un épaulement. Une fois chambrée, celle-ci est en contact avec la chambre au niveau de l'épaulement, la zone hachurée que j'ai mise sur le schéma. Quand les pressions vont augmenter à l'intérieur de l'étui va donc être déformé sur la totalité du corps, dans sa largeur, mais également dans sa longueur. On comprend ici l'intérêt de revoir l'enfoncement de l'épaulement. En effet, si celui-ci n'était pas corrigé, au bout d'un moment, la cartouche s'allongeant de plus en plus, il serait impossible de pouvoir verrouiller la culasse une fois qu'elle serait chambrée, parce qu'elle prendrait trop de place. Donc il est important de pouvoir redescendre l'épaulement, et ce, d'une façon répétable le plus possible, c'est-à-dire de toujours pouvoir faire le même enfoncement sur tous les étuis à l'identique. Maintenant que nous avons vu les déformations que l'étui subit
pendant la phase de tir. Voyons voir maintenant comment est-ce que nous allons pouvoir le reformer à sa forme initiale dans l'outil de recalibrage. Cet outil est composé de différentes parties. Donc il y a le corps de l'outil qui va donc reformer l'étui que tu peux voir, qui va être lui-même inséré par le shell holder et par le bélier de la presse. Donc il va être inséré en force dans le corps de l'outil. On voit sur le schéma qu'il y a aussi une amorce usagée qui a été symbolisée en train d'être expulsée par la tige de désamorçage, donc cette longue tige qui traverse tout l'outil et qui est là donc pour expulser l'amorce usagée et également en fait pour porter l'olive de recalibrage qui elle, donc l'olive de recalibrage symbolisée par l'espèce de patagone orange donc sur la tige de désamorçage, cette olive de recalibrage qui va donc recalibrer l'intérieur de l'étui et notamment le collet pour toutes les munitions qui ont un collet. Donc ce schéma pour symboliser le mouvement du bélier qui va donc monter et donc enfoncer l'étui dans l'outil de recalibrage. L'amorce usagée sera expulsée si ça n'a pas déjà été fait, dans le cas ça a déjà été fait, mais l'amorce usagée sera expulsée par la tige de désamorçage. En étant introduit en force dans l'outil, les parois extérieures de l'étui vont donc être recalibrées parce qu'elles vont être contraintes par l'outil à reprendre la cote d'origine. L'olive de recalibrage, en étant introduite de haut en bas puis de bas en haut dans l'étui, va donc refaire, elle, les cotes internes de l'étui. Enfin, l'étui sera également recalibré au niveau de l'épaulement. En étant inséré en force, l'épaulement va donc rencontrer en butée l'outil qui va donc enfoncer l'épaulement. Sur ce schéma, je reviens sur l'idée de recalibrer des étuis sales. Imagine si nous n'avions pas nettoyé nos étuis précédemment. Ici, sur toutes les zones que j'ai symbolisées en rouge, nous aurions donc de la crasse. Or, cette crasse est incompressible. Donc si tu rentres en force l'étui dans l'outil, forcément, il sera recalibré, mais pas aux cotes les plus précises, puisque la crasse va donc forcément prendre sa place. D'où mon obsession de ne travailler que sur des étuis propres. Et comme on parle de travail en force, de rentrer en force des étuis dans des outils, également la nécessité donc de lubrifier tout ça. Je vais revenir sur cette idée d'enfoncement de l'épaulement. Alors pour ça, on va prendre donc voilà ce jeu d'outils. En fait, ça c'est pas des outils de presse, mais c'est un outil qui permet de faire des mesures précises sur le calibre 338 Lapua Magnum. Alors c'est composé donc d'un fond de cuvette, on va dire, d'une fausse cartouche de 338. Alors le fond de cuvette, comme tu vois, il est gradué. La fausse cartouche, donc elle, je peux donc, tu vois, facilement régler l'ogive de manière à faire, et on le verra plus tard, le réglage de l'enfoncement de l'ogive. Ça, c'est justement ce qui va me permettre de mesurer l'enfoncement de l'épaulement, puisqu'en fait, c'est un outil, tu vas voir, on rentre en fait l'étui comme ça, donc il s'appuie en fait sur l'épaulement de l'étui, et ça va me permettre, voilà, à la hauteur de l'épaulement, et donc ça va me permettre de mesurer précisément l'enfoncement de l'épaulement. Et ce dernier outil, on s'en servira plus tard, mais c'est un peu dans le même principe. Il prend appui sur la partie ogivale du projectile, et donc ça me permet de mesurer l'enfoncement de l'ogive, du projectile. Mais donc cette partie-là, on la verra au moment du siégeage de l'ogive. Donc gardons ce qui nous intéresse. Là, c'est un étui qui n'a pas encore été recalibré. Je vais donc mesurer la hauteur de l'épaulement. Alors, voyons voir. Je serre et dès que je sens que ça touche, j'arrête de serrer. C'est assez net au doigt, au toucher, on le sent bien. Donc tu vois, je suis à 0,0. Très précis. Voyons voir un autre étui qui n'a pas encore été recalibré. On visse, et dès qu'on bute, on s'arrête. Hop, 0, 0, la même, 0 parfait. Un troisième étui, donc qui a été tiré une fois dans la saco et qui n'a pas encore été recalibré, et ben le même, 0, 0. Alors, je te montre un peu comment est-ce qu'on lit les graduations là-dessus. Tu
Tu vois ici, je suis à 0, 0. Si jamais j'avais été ici, je serais à 0,5. 0,05, pardon. Et si j'avais été ici, je serais à 0,1. Donc j'étais ici à 0,0. 0 parfait. Ok, ces trois étuis, on les a mesurés, ils sont à 0. Très bien. Quel est mon objectif? C'est de passer de 0 et de l'enfoncer que de 0,2 pouces. Pas plus, de 0 à 0,2. Pourquoi? De manière à ne pas créer trop de jeu entre ma cartouche chambrée et la chambre. Parce qu'une fois qu'elle sera chambrée, l'idée c'est que ma cartouche, elle gigote pas trop dans la chambre, de manière à rester le mieux placée possible et à être donc bien sûr la plus précise possible. Alors pour cela, nous allons donc utiliser un jeu d'outils Reading Deluxe pour 338 l'appui à Magnum. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? On va forcément trouver donc nos outils de recalibrage. Alors le premier outil, tu vas voir, je vais te montrer, il y est écrit NK pour NEC. Parce qu'en fait cet outil ne recalibre que le collet de l'étui. Celui-ci, FL, Full Length, pour la totalité de l'étui. C'est celui que nous allons utiliser car on fait un recalibrage intégral de l'outil. Comme tu vois, il y a la tige d'amorçage. Bon, personnellement, je la laisse. Comme ça me permet d'avoir l'olive que nous avons vue, de manière à recalibrer les cotes internes. Bien sûr, nous allons utiliser le shell holder du 338 là, puis un Magnum, le 35. Comme je te disais tout à l'heure, la nécessité, pour moi, selon moi, de toujours légèrement lubrifier les étuis de manière à ce que tout se passe le mieux possible dans les outils. Je reviens sur cette idée de recalibrage du collet. Nous en reparlerons dans une autre vidéo. Là, je te montre le recalibrage intégral et dans le cadre de stratégies de rechargement et notamment de la recherche de la meilleure munition, je te parlerai du recalibrage partiel, c'est-à-dire que du collet, et du recalibrage à bushing. Alors comment est-ce qu'on règle le recalibreur? Eh bien, on met le shell holder sur le bélier, on visse l'outil sur la presse, on pousse le bélier à fond, on s'arrange pour que l'outil soit en contact sur le bélier, on redescend le bélier, on rajoute un quart de tour et on serre le contre-écrou de manière à ce qu'il ne bouge plus. Bon, là il est serré. Ah, et on vérifie, il y a contact, c'est parfait. On prend donc un étui, hop, on met sur la presse et hop, on le passe intégralement dans l'outil. Alors voilà, la première pression c'est quand l'étui est entré en force dans le jeu d'outils et quand je redescends le bélier, on se rend compte qu'il y a voilà, une deuxième résistance, c'est en fait l'olive qui passe dans le collet de l'étui. Voilà, première résistance et deuxième résistance, c'est normal. Voilà, 3 étuis recalibrés. Voyons voir maintenant, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils sont recalibrés? Donc ça, c'est un non recalibré et celui que nous venons de recalibrer, en effet, ça bouge plus. Voyons voir maintenant de combien est-ce que nous avons enfoncé l'épaulement. Nous étions à 0, parfait. Là, nous passons à moins 0,2. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Reculer l'épaulement que de 0,2 pouces, de manière à ne pas créer de jeu entre l'étui et la chambre et l'interne de la chambre. Voyons voir celui-ci, on l'a redescendu, pareil, un tout petit peu moins que 0,2, c'est top, je prends. Alors qu'est-ce qui se serait passé si mon épaulement s'était trop enfoncé? Si au lieu de 0,2, j'étais passé par exemple ici à moins, donc là je l'aurais enfoncé de 0,7. Et bien pour éviter ça, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais légèrement desserré mon recalibreur de la presse, j'aurais resserré le contre-écrou ensuite, et sur un autre outil, sur un autre étui, forcément, j'aurais essayé et refait mes mesures. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le bon réglage.